La comtesse Élisabeth Báthory de Egd, ou Élisabeth Báthory en abrégé, était une femme noble du royaume de Hongrie qui a vécu de 1560 jusqu'à sa mort en 1614. Mais aujourd'hui, elle est mieux connue comme une tueuse en série qui a torturé et tué des filles. On dit que de 1590 à 1610, les victimes de ces atrocités ont atteint environ 650 personnes, faisant d'elle la marque Guinness World Record comme la meurtrière la plus prolifique de l'histoire. On dit même qu'elle boit et se baigne souvent dans le sang de ses victimes pour conserver son apparence de jeunesse. Pour la même raison, plusieurs groupes de métal ont créé des chansons inspirées de la légende du bain de sang. Mais est-ce vrai? Ou est-ce juste un mythe exagéré? Élisabeth Báthory a-t-elle vraiment tué, même s'il ne s'agissait que d'une seule personne? Pour le savoir, digérons plus sur qui est vraiment Élisabeth Báthory. À partir de son passé. Élisabeth Báthory est née à Nyírbátor, en Hongrie, en 1560 ou 1561. On ne sait pas exactement quand elle est née car à cette époque, les documents historiques écrits n'étaient pas aussi détaillés et complets qu'aujourd'hui. Son père était le baron George VI Báthory, frère du plus haut fonctionnaire de Hongrie, le voïvode de Transylvanie, Andrew Bonaventure Báthory. Sa mère est également issue des milieux nobles. Elle s'appelait Anna Báthory et elle était la sœur du roi de Pologne à cette époque. Avec le statut et la richesse de sa famille, il n'est pas étonnant qu'Élisabeth puisse obtenir la meilleure éducation, ce qui n'est qu'un rêve pour les gens ordinaires. Imaginez, à son jeune âge, elle pourrait avoir l'opportunité d'apprendre le latin, le hongrois, l'allemand et le grec à l'école. De plus, ses parents l'ont également élevée dans un environnement familial très religieux. Mais cela ne veut pas dire que la vie se déroule parfaitement pour Élisabeth. Il est à noter que ses parents étaient toujours liés par le sang et que la consanguinité, bien qu'elle ne soit pas rare pour les nobles à l'époque, a causé des problèmes de santé à la petite Élisabeth. L'un d'eux est une crise grave causée par l'épilepsie. Et c'est ce qui engendre des spéculations sauvages sur sa cruauté à l'avenir. Une théorie est qu'Élisabeth a essayé de traiter son épilepsie en enduisant ses lèvres avec le sang de personnes qui ne souffrent pas d'épilepsie, ce qui l'a amené à toujours avoir soif de sang. Une autre théorie est que les parents et la famille d'Élisabeth l'ont toujours entraînée à être cruelle envers les roturiers. Et comme si cela ne suffisait pas, ils lui ont également appris la magie noire et le culte des démons. Mais cela ressemble à un mythe fantastique car aucune preuve solide ne soutient les histoires. En fait, on sait peu de choses sur l'enfance d'Élisabeth. Une chose était sûre lorsqu'elle avait 10 ans, Élisabeth était fiancée à Ferenc Nadasdy, le fils d'un autre couple noble. Cependant, leur fiançailles n'était pas due au fait qu'ils s'aimaient. Ils visaient davantage des raisons politiques. En 1570, Élisabeth et Ferenc Nadasdy se sont mariés lors d'une cérémonie de mariage à laquelle ont assisté plus de 4500 invités. À cette époque, Élisabeth n'avait que 15 ans, tandis que Nadasdy avait 4 ans de plus qu'elle. Fait intéressant, même si Nadasdy est l'héritier de l'une des familles les plus riches et les plus influentes de la région, le statut social de sa famille est toujours inférieur à celui d'Élisabeth. C'est pourquoi Élisabeth utilise toujours le nom de famille Báthory au lieu de changer son nom de famille avec le nom de famille de son mari. Même ainsi, Nadasdy pourrait encore offrir à Élisabeth un cadeau de mariage, à savoir un château appelé Krześć, situé dans la chaîne de montagnes des Carpates. Et c'est là qu'elle vivra le reste de sa vie. Quelques années après leur mariage, en 1578 pour être précis, Nadasdy est nommé commandant principal de l'armée hongroise contre l'Empire ottoman. La nomination l'a pratiquement forcé à laisser la tâche de gérer son vaste domaine et la population locale à Élisabeth. Et ce n'est pas un gros problème pour elle. Elle s'est avérée être une administratrice accomplie et tout s'est bien passé sous son contrôle. On dit qu'elle s'occupe aussi souvent des pauvres malades et leur donne des conseils. Mais au fil du temps, les gens ont commencé à entendre des rumeurs selon lesquelles Élisabeth torturait ses servantes et ses jeunes femmes. La rumeur s'est ensuite largement répandue, même dans tout le royaume jusqu'à la mort de Nadasdy en 1604 à l'âge de 48 ans, 29 ans seulement après son mariage avec Élisabeth. À ce stade, les rumeurs commençaient même à inquiéter les autorités. Mais ce n'est qu'en 1610 que le roi de Hongrie de l'époque, Matthias II, ordonna au palatin de Hongrie György Thurzó, un haut fonctionnaire chargé des affaires judiciaires, d'enquêter sur les rumeurs. Puis entre mars et juillet 1610, avec ses deux notaires, András Keresztúri et Mózg Sziraki, Thurzó commença à recueillir des preuves et à interroger 52 témoins, dont 34 étaient les serviteurs d'Élisabeth. Et c'est ce qu'ils ont découvert de leur enquête. Selon les témoignages de témoins, Élisabeth a commencé son acte odieux en 1590,
dans lequel elle a attiré de pauvres jeunes femmes au château de Xecht, promettant de leur donner des emplois de domestiques. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est que derrière le château fermé, elle et certains de ses serviteurs de confiance ont torturé et tué brutalement les pauvres femmes en utilisant diverses méthodes. Elle brûlait les victimes avec des pinces et des fers chauds ou versait parfois de l'eau glacée dessus jusqu'à ce qu'elles gèlent. À d'autres occasions, elle les a battus à mort ou les a affamés jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus bouger. Des témoins ont également déclaré qu'elle avait mordu le visage et la poitrine des femmes avant de les mutiler. De plus, elle mettait souvent des aiguilles dans les ongles des victimes ou enduisait leur corps nu de miel afin que les fourmis et les abeilles les piquent. Et le plus terrible, c'est que des filles d'à peine 10 ans sont aussi les victimes d'Élisabeth. Au fil du temps, cependant, Élisabeth semblait moins que contente de simplement torturer et tuer des filles ou des jeunes femmes ordinaires. Ainsi, depuis la mort de son mari, elle a commencé à massacrer les filles des nobles qui ont été envoyées au château de Xecht pour étudier. Non seulement cela, mais elle a également kidnappé des filles locales autour du château. En 1610, on disait que de nombreuses filles nobles ne revenaient jamais après être entrées dans le château. Et c'est peut-être pour cela que le roi a ordonné à Turgot d'enquêter sur Élisabeth, car, à cette époque, la sécurité des nobles était bien plus importante que la mort des serviteurs ou des filles des paysans. Élisabeth et ses 4 serviteurs ont finalement été arrêtés dans son château en décembre 1610, après que Turgot ait entendu les accusations contre Élisabeth. Il l'a finalement accusée du meurtre de 80 filles. Mais même ainsi, l'un des témoins, qui était sa servante, a affirmé qu'elle avait vu le journal d'Élisabeth dans lequel elle avait écrit une liste de victimes, qui totalisait environ 650. Mais le journal n'a jamais été retrouvé jusqu'à présent. Ensuite, les serviteurs d'Élisabeth qui l'ont aidé dans son acte cruel ont été exécutés après le procès. Ils ont été reconnus coupables de pratique de la sorcellerie et condamnés à mort sur bûcher. En effet, à la fin des années 1500 et au début des années 1600, la sorcellerie était en augmentation. Élisabeth aurait reçu des instructions sur la sorcellerie de sa fidèle servante, Anna d'Arvolia ou connue sous le nom de Darvulia, qui a également été exécutée pour son rôle. Élisabeth elle-même a été libérée du procès et de la peine de mort grâce à son statut de noble. Elle a seulement été assignée à résidence, où elle a dû vivre le reste de sa vie en isolement dans sa chambre, entourée de murs de briques. Elle mourut dans son sommeil en 1614, 4 ans après avoir reçu sa condamnation, à l'âge de 54 ans. Cependant, Élisabeth Báthory était-elle vraiment aussi diabolique que décrit dans le témoignage des témoins? Aimait-elle vraiment se baigner dans le sang de ses victimes pour entretenir sa beauté juvénile? La réponse à la première question est assez compliquée, mais à la deuxième question, la réponse est probablement non. Ce n'est qu'une légende, un mythe. En fait, il n'y a pas un seul témoignage qui dit qu'elle ait jamais baigné dans le sang de qui que ce soit. Même si lorsque Turgot a mené son enquête, certaines personnes l'avaient déjà traité de cannibale et ont même affirmé l'avoir vu avoir des relations sexuelles avec le diable. L'histoire du bain de sang n'est apparue pour la première fois qu'en 1729, un siècle après la mort d'Élisabeth. C'est un érudit du nom de László Törősi qui l'a écrit dans sa Tragica Historia. Certains historiens soutiennent même qu'Élisabeth a été victime d'un complot économique et politique, peut-être en raison de sa richesse et de ses vastes propriétés foncières. Alors dans ce contexte, la personne qui mérite d'être mise en lumière n'est autre que le roi Mathias II, qui a ordonné à Turgot d'enquêter sur Élisabeth. Il s'est avéré que le roi devait beaucoup au mari d'Élisabeth au fil des ans. Puis, après la mort de Nadasdi, il a continué à accumuler ses dettes envers Élisabeth sans aucune intention de les rembourser. Ainsi, son arrestation et le refus du roi de laisser Élisabeth se défendre devant le tribunal pourraient être dus à la dette. Certains mentionnent même que la famille d'Élisabeth considérait que la dette avait été remboursée en échange du fait que le roi lui avait permis d'être assigné à résidence au lieu d'être exécuté. Même la validité de la cour des 4 serviteurs loyaux doit encore être remise en question car, à cette époque, les gens doutaient de la validité des témoignages des témoins. De nombreux témoins n'ont pas pu fournir de preuves solides de ce dont ils accusaient Élisabeth et ont affirmé avoir entendu parler de quelqu'un d'autre. Certains soupçonnent même que des témoins témoignent sous la contrainte. Mais encore une fois, bien que toutes ces théories aient un sens, elles ne sont pas étayées par des preuves historiques. Alors qu'en réalité, les gens ont trouvé beaucoup de cadavres et de filles mourantes dans le château. C'est juste dans quelle mesure est la vérité des affirmations qui décrivent Élisabeth comme une tueuse sadique? Il y a plusieurs possibilités concernant Élisabeth Báthory. Premièrement, c'est une tueuse de sang-froid qui a cruellement tué de nombreuses filles innocentes. Deuxièmement, elle tue ses serviteurs et ses filles, mais pas aussi brutalement que dans l'histoire. Troisièmement,
Elle n'est qu'une pauvre femme calomniée par des gens qui veulent contrôler ses biens et ses terres. Alors, que pensez-vous d'Elizabeth Báthory? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les sections de commentaires.